Madame, Monsieur, bonsoir, 21h. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Carte sur table. Nous serons là jusqu'à 23h avec les 4 panélistes. Un seul thème ce soir. Le thème en vaut certainement la peine. Regarde l'air ambiant qui porte sur la gestion de la fortune publique. Mais dans ce cadre, on parlera davantage de la protection de la fortune publique. Que faut-il faire? Évidemment, je l'ai dit, le thème s'y prête. Soupçons de détournement, manipulation de fonds et autres. Les panélistes de ce soir vont certainement apporter du leur pour essayer d'en faire l'analyse, certainement sortir avec des propositions, solutions et qui sait peut-être que les dirigeants puissent s'en servir. Le professeur Pierre Alakalaka, bonsoir. Bonsoir député Tongo, merci de m'avoir invité. Vous êtes expert des questions fiscales, c'est à ce titre-là que vous êtes là ce soir. Merci infiniment de l'amitié que vous nous renouvelez. Maître Fidèle Djoumessi, bonsoir. Bonsoir député et je salue tous les téléspectateurs de STV qui sont davantage nombreux pour cette émission qui nous permet de donner l'éclairage sur certaines questions qui préoccupent notre nation et au-delà. C'est le militant du MRC, mais certainement que son expertise en matière de droit, puisqu'il est avocat au barreau du Cameroun, nous permettra également d'y voir un peu plus clair. Vincent Yidé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à mes companélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Conseil municipal à la mairie de Douala 3e, sous la bannière du PCRN. Merci également d'être des nôtres. Et puis Joseph René Boutouzé, bonsoir. Oui, bonsoir Dipita. Heureux de retrouver ce beau plateau après beaucoup de temps. Mais il faut dire que vous nous avez quand même quelque temps, je vais dire, pour parler de façon triviale, fui pendant un bon moment. Merci infiniment d'être là. Vous êtes du RDPC, évidemment, mais spécialiste des questions de management. Oui. C'est davantage cette casquette également qu'on va convoquer ce soir pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre de quoi on parle. Transition et puis on revient sur le plateau pour entrer dans le débat. Alors peut-être avant d'y aller, on va peut-être permettre à ceux qui nous regardent de mieux comprendre en fait de quoi on parle. Essayer peut-être d'abord de dire ce que c'est que la fortune publique. Qu'est-ce qu'on met dans ce package-là? S'agit-il des véhicules? S'agit-il des mobiliers, des immeubles? S'agit-il des liquidités? Qu'est-ce qui est la fortune publique? Je vais peut-être commencer par vous, professeur Alaka, et puis les autres vont peut-être ajouter du leur. Mais écoutez, une définition de la fortune publique ne peut pas être donnée ex nihilo, parce que la fortune publique, c'est tout ce qui n'appartient pas à un individu qui sert l'État. Lorsque vous servez l'État, ce qui ne vous appartient pas relève de la fortune publique. Que ce soit le véhicule qu'on vous donne, que ce soit le bureau que vous occupez, que ce soit les fonds, l'argent que vous gérez, tout ce qui ne vous appartient pas en propre relève de la fortune publique. Voilà. Alors, à partir de là, maître, comment est-ce qu'on, je vais dire sur le plan du droit, Oui. comment est-ce qu'on peut qualifier, je veux dire, la fortune publique? C'est un bien appartenant à tout le monde et géré par le gouvernement choisi par le peuple. Comment est-ce qu'on peut classifier ça dans le cadre légal? Non, il faut commencer par relever que lorsqu'on parle de fortune, cela renvoie au bien. Absolument. Et lorsqu'on voit le droit des biens, on distingue deux types de biens. On dit les biens sont meubles et immeubles. Okay. Donc, lorsqu'on a essayé de distinguer ce qui fait la fortune, il faut dire que la fortune appartient toujours à une personne. On a des personnes physiques et les personnes morales. Une personne physique a ses biens, elle peut avoir ses biens, meubles et immeubles. Comme vient de dire le professeur Alaka, on peut mettre les bureaux, les tables bancs comme on voit, les voitures, on peut mettre les deniers, c'est-à-dire les liquidités. Quand vous êtes titulaire d'un compte en banque, ça fait partie de votre patrimoine, de votre fortune. Et lorsque une personne physique vient à mourir, lorsqu'il faut faire
lorsqu'il faut gérer sa succession, et on fait l'inventaire de son patrimoine. Et dans cet inventaire, on met tous ces biens-là, biens meubles, immeubles, et ce qui est liquidité. Et personne morale, les personnes morales, ça peut être une société, ça peut être une association, et ici, l'État est classé dans la catégorie de personnes morales. Et l'État, c'est une entreprise à caractère politique, ayant pour but de gouverner une population bien donnée et également de gérer le patrimoine appartenant à ce peuple, à cette population. Non, quand on parle de fortune de l'État, il ne s'agit pas de toutes les populations du Cameroun, mais il s'agit de la personne morale qui est l'État. C'est-à-dire, puisque l'État, c'est une entité qu'on définit comme personne morale et qui est titulaire et qui est complètement détachée des individus qui le composent et également des personnes en charge de gérer l'État. Et de ce point de vue, ceux qui gèrent la fortune qui appartient à l'État sont tenus de rendre compte et sont tenus de respecter et de protéger cette fortune. Et un bon père de famille, comme on le dit souvent. Exact, un bon père de famille, et n'ont pas le droit de soustraire. D'accord. Donc je pense que au cours du débat, nous allons voir, nous allons analyser les dispositifs, les mesures qu'on peut prendre pour éviter que les biens de l'État soient soustraits. Joseph René Boutouzé, on a l'habitude de dire de façon triviale, l'État c'est vous, l'État c'est moi. Donc, si on le prend sous cet angle-là, on pourrait dire, bon, puisque c'est la fortune publique, je peux me lever, j'arrive dans un ministère, je me sers, puisque l'État c'est aussi moi. Alors, dans cet amalgame-là, si on peut le prendre comme étant un amalgame, les institutions, les entités, comment elles s'organisent pour justement gérer la fortune ou alors les biens, puisque c'est de ça dont on parle, qui leur sont mis à disposition. Tout à l'heure, quand je regardais Vincent Idé, je disais il y a les communes, qui est une entité étatique, il y a les régions, il y a les ministères, et toutes ces entités-là ont des biens qui sont gérés. Donc, de ce point de vue, que peut-on en dire? Oui, on a coutume effectivement de dire que l'État est une abstraction. C'est-à-dire l'État, c'est personne et c'est tout le monde. Donc, et je crois que parce que les gens pensent que l'État, c'est personne et c'est tout le monde, une abstraction, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il préférerait le voleur public qui ne vole que l'État. Parce que l'État est personne. Donc, il préfère les gens qui volent l'État qu'aux gens qui volent les particuliers. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Et vous voyez, lorsqu'on le dit, ça met donc toute la supercherie de dire que l'État, c'est tout le monde à la fois et personne. Tout simplement parce que dans ce tout le monde, il y a ceux qui ont quand même le pouvoir de gérer, d'administrer ces biens publics. Voilà. Et maintenant, forcément, ils ne peuvent donc plus être au même niveau de relation avec cette fortune qui est supposée appartenir à tout le monde. Et c'est là où on constate donc les dérives qui sont donc liées au détournement et qui font donc l'objet de notre entretien de ce soir. Vincent Yende, vous au niveau des conseillers municipaux, je veux dire, comment est-ce que vous structurez votre fortune? D'abord, de quoi est-ce que c'est composé? Si on peut avoir quelques éléments. Au niveau d'une commune, au niveau d'une mairie, par exemple, de Douala 3e, qu'est-ce qui rentre dans ce panel? Bon, effectivement, comme vous venez de le dire, quand on parle de la fortune publique ici, il s'agit de celle qui appartient à l'État ou à l'un de ses nombreux démembrements. Et les CTD rentrent justement dans ce cadre-là, donc les mairies et les régions. Bon, au niveau de la mairie, ça peut être une route, hein. En termes de biens publics, ça peut être une route, ça peut être le matériel, hein, et ça peut surtout être les deniers publics, c'est-à-dire que les taxes collectées et tout le reste.
Et donc, au niveau de la mairie, justement, l'État a mis en place un mécanisme pour surveiller, pour veiller sur la bonne gestion de sa fortune. Et justement, il y a un ordonnateur qui est le maire, qui est le chef de l'exécutif, en principe, qui rend compte, n'est-ce pas, de la gestion de cette fortune publique, qui va au-delà de l'institution qu'est la mairie, mais qui rentre au niveau de l'entité territoriale. C'est-à-dire, on va mettre là-dedans des ponceaux, on va mettre des ponts, on va mettre des routes, on va mettre des bâtiments et tout ce qui constitue des biens pour le compte de cette communauté-là. Alors, maintenant, je vais un peu interpeller vos ressentis, c'est des commentaires. Là. Quand on regarde l'environnement ambiant, que peut-on dire de la gestion de la fortune publique? J'avoue que j'interpelle moins les politiques. Mais je veux dire que vraiment, vous avez certainement l'expérience dans votre quotidien. Professeur Alaka, aujourd'hui, il y a beaucoup de milliards. On se le disait en off tout à l'heure, on parle de beaucoup de milliards dans tous les milieux, sauf peut-être dans la poche de la ménagère. Et ça donne le sentiment que le Cameroun brasse beaucoup d'argent, que les Camerounais ou alors une catégorie de Camerounais ne voient pas toujours. Quelle est la lecture, s'agissant de la gestion de la fortune publique, que vous faites aujourd'hui? D'abord, il y a une lecture juridique. D'accord. Oui, d'abord. Vous savez que l'État est encadré par le droit. Absolument. Parce que c'est la fortune publique. L'État est une fiction juridique. Vous savez, l'État est une fiction juridique. Personne ne peut embrasser l'État, personne ne peut toucher l'État. On a simplement, par des conventions, dit que l'État, c'est cette chose où il y a des gens qui vivent ensemble, dans un vouloir vivre ensemble, dans un territoire donné, avec un gouvernement qui se sont choisis eux-mêmes et qui est reconnu sur le plan international par deux éléments fondamentaux, l'indépendance et la souveraineté. Au niveau de sa gestion publique, il faut distinguer selon que c'est le maniement des biens publics ou alors ce qu'il a appelé bien meuble ou alors bien immeuble. Au niveau du maniement des fonds publics, il y a deux principes fondamentaux qui gouvernent la gestion d'un État. À ce niveau-là, c'est le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables d'une part, et le principe d'unicité de caisse d'autre part. Dans le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il y a un principe de précaution qui est mis en place pour que celui qui ordonne n'est pas celui qui certifie et qui paye. Ça doit être deux personnes différentes, à tout le moins, mais encadrées également par d'autres procédures, où d'autres personnes interviennent pour regarder. C'est ça les procédures. Et l'unicité des caisses voudrait que l'argent ne se balade pas ailleurs que dans le trésor, dans les caisses publiques. Et lorsque ce n'est pas respecté, on peut arriver à des dérives. Maintenant, au niveau des biens immeubles, la gestion publique est encadrée par ce qu'on appelle la comptabilité matière, qui malheureusement a été brutalement suspendue par la loi de 2007 qui a remis en place un nouveau système de gestion de nos finances publiques en substitution de l'ordonnance de 62. Et le ministre de l'époque, qui se présentait comme RDPCiste, mais qui n'était pas la vérité, un certain ici, Meunier pour ne pas le citer, a supprimé cette fonction de comptable matière, faisant maintenant de l'ordonnateur matière juge et partie des biens, des autres biens de l'État, que ce soit les biens meubles ou immeubles. On a donc vu les préfets qui vendent des terrains partout, y compris des parkings publics. On a vu des véhicules qui sont aliénés, on ne sait pas, qu'on amasse dans des champs, des véhicules de l'État, alors que dans la réalité, s'il y avait le comptable matière avec ses fonctions relativement à l'orthodoxie financière, on assisterait à un certain nombre d'inventaires de vol. S'il y a eu vol, on constate. On aurait des inventaires de recollement si le matériel, après les inventaires de généraux de base, qui permet de donner à chacun le matériel qu'il a à travers une fiche de détenteur du bien public, ça n'existe plus aujourd'hui. Et là, on aurait suivi les biens publics,
de manière à ce que on ne puisse plus aliéner à tout vent ce qui appartient à l'État. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que un ordonnateur, un ministre, lorsqu'il a acquis, par exemple, du matériel roulant ou bien le matériel de bureau, lorsqu'il décide de changer son bureau parce qu'il vient de remplacer quelqu'un d'autre qui avait peut-être un fauteuil d'1 million, 1,5 million, le fauteuil où l'ancien ministre était, il le jette à la poubelle. Et il achète son propre fauteuil. Quand le prochain arrivera, il va jeter celui-là à la poubelle. Parce qu'il n'y a plus de comptable matière. Ça a été une dérive aujourd'hui qui fait que, parce qu'il n'y a plus de comptable matière, cela se répercute au niveau même de la gestion des biens publics, dans la mesure où celui qui certifie le service fait ou la fourniture faite s'appelle le comptable matière. Mais aujourd'hui, le gestionnaire des crédits désigne un ordonnateur bis qui est greffé à lui et qui fait ce travail. Du coup, on a vu la corruption arriver, on a vu l'État être complètement diminué sur le plan de ce qui lui revient. Je ne voudrais pas croire qu'on doit voler l'État parce que l'État n'appartient à personne. Non, l'État c'est nous tous. D'accord. L'État c'est nous tous. Et nous devons veiller, chacun à son niveau, en fonction des lois qui encadrent la gestion publique, au bien qui nous appartient à nous tous. Parce que sinon, quelqu'un va se lever un matin, il va à une partie du Cameroun. Il va privatiser l'État. Il va privatiser l'État. Vincent Ndé d'abord, à l'observation, qu'est-ce que vous constatez pour ce qui est de la gestion de la fortune publique? En réalité, lorsqu'on observe, il y a un certain nombre de verrous qui ont été mis en place par l'État pour ce qui est de la gestion de la fortune publique. Vous voyez par exemple, dans des institutions, l'ordonnateur n'est pas issu du même ministère que le contrôleur financier, qui lui, c'est un agent du ministère des Finances, et il n'y a pas de relation de subordination entre les deux. Il n'est pas obligé de payer systématiquement ou de valider toutes ces ordonnances de paiement. Donc, c'est un verrou qui a été mis, qui fait en sorte que, pour qu'il y ait en réalité un détournement, il faudrait qu'il y ait une connivence entre le contrôleur que l'État a mis là, le contrôleur financier, et dans le cadre des CTD et le chef de l'exécutif, par exemple. Parce qu'en réalité, même lorsqu'il a ordonné un paiement, le contrôleur financier n'est pas obligé de payer jusqu'à ce qu'il se rassure que toutes les conditions sont remplies pour qu'il puisse effectuer ce paiement-là. Mais on se rend quand même compte, à côté de ça, que les gens ont quand même pris des libertés avec, dans le cadre de la gestion de la fortune publique, les mêmes libertés qu'ils ne prendraient pas s'ils se retrouvaient à la tête d'une entreprise leur appartenant, c'est-à-dire tout ce qu'ils mettraient comme verrou de sécurité, ils les font sauter lorsqu'ils gèrent la fortune publique. Et moi, j'explique cela par le fait que l'extrême centralisme de l'État fait que on a comme l'impression que le temps que l'information arrive ou que la décision soit prise, on a tout le temps de faire en sorte que peut-être cette information soit tue à un certain niveau et les gens se permettent, et surtout qu'ils n'ont pas l'obligation de déclarer les biens lors de la prise des fonctions. Et voilà, chacun se permet de prendre des libertés avec la fortune publique, ce qui nous cause un sérieux tort, parce que il y a tout un arsenal juridique de répression de ces fraudes, de ces détournements et tout le reste. Mais apparemment, ça ne suffit pas pour décourager les gestionnaires et ils continuent à prendre des libertés avec la fortune. Je vais mettre, avec votre permission, Lipita, de l'eau à son moulin pour lui dire que ce qu'il a dit est très exact. Mais il a oublié un élément fondamental. Lorsque le contrôleur financier
l'agent comptable ou toute autre personne qui intervient dans les intercalaires que j'ai indiqués tout à l'heure sans nommer, merci de l'avoir fait, il y a un pouvoir qui a été donné en 2007 au gestionnaire des crédits qui s'appelle la réquisition administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contrôleur financier peut dire je ne vise pas dans le cas de la mairie. Le maire lui dit monsieur, je vous requiers de viser ce papier et qu'on me le paye. L'agent comptable peut dire je ne paye pas. Le gestionnaire dit, qu'il soit ministre, directeur ou n'importe qui, dit monsieur, c'est moi le gestionnaire, vous me signez et vous me payez. Il est obligé de le faire à une condition, à condition d'en informer dans les 48 heures le ministre des Finances. Et quand le ministre des Finances est informé, généralement il ne fait rien. Joseph Boutouzé. Oui, nous sommes là devant deux réalités. D'abord, la réalité des textes, je crois, comme ils l'ont si bien évoqué, mais aussi la réalité des acteurs. Moi, je voudrais d'abord commencer sur les acteurs. Parce que tout à l'heure, à l'entame, j'ai dit, si la fortune publique nous appartient à tous, mais il y a quand même des acteurs qui gèrent cette fortune publique. Et il faut davantage s'intéresser à ces acteurs. Moi, ce soir, je m'intéresse un peu à ces acteurs pour dire que nous avions un très, très lourd héritage colonial qui oblige les acteurs qui gèrent la fortune publique aujourd'hui à se comporter de la manière qui est décriée actuellement là et qui fait l'objet de notre entretien. Ce lourd tribut colonial a créé deux types de psychologie qui accompagnent les acteurs camerounais de façon globale et particulièrement les acteurs publics. D'abord, la première type de conscience, j'ai théorisé ça en appelant ça la conscience de la peur. C'est-à-dire que le colon, qui a toujours régné en maître, a installé une forme de peur vis-à-vis du chef. Et lorsque les colons sont partis, tous ceux qui ont suivi après ont exactement gardé le même modèle. Où lorsqu'on est chef, il faut installer un environnement de crainte qui fait en sorte que même quand vous êtes dans vos droits, comme il a par exemple pris l'exemple du contrôleur financier, il a tellement peur du ministre qu'il ne peut pas facilement s'opposer au ministre. C'est-à-dire qu'il y a carrément une forme de révérence. Il oublie les moyens légaux qu'il a de faire son travail. C'est d'abord la relation interpersonnelle avec le chef qui met d'abord en avant. Donc il n'a peur du chef, il ne peut pas décevoir le chef lorsqu'il lui demande de s'exécuter. Voilà, cette conscience-là, il faut que nous trouvions des solutions pour que les gens soient plus libres. Après la conscience de la peur, il y a maintenant la conscience de la pénurie. Ça veut dire que la majorité des gouvernants post-coloniaux, et que encore même jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens qui très souvent venaient dans des familles, j'ai pas envie de dire pauvres, mais je vais préférer dire des familles modestes. Et lorsqu'ils arrivent dans un environnement matériel, ils veulent en puiser au point de ne plus tomber dans leur passé qui n'était pas très, très, très heureux en termes matériels. Alors, il faut maximiser de manière à ce que le jour où on perd sa fonction publique qui vous donne des avantages matériels, qu'on ne regrette pas. Je vais vous le certifier par une petite conversation que j'ai eue avec un responsable de la douane camerounaise qui m'a dit un jour, à l'époque le chef de l'État n'avait pas encore harmonisé l'âge de la retraite à 60 ans. À l'époque, ils allaient en retraite à 55 ans. Et il m'a dit, je sais que le président de la République attend quoi pour harmoniser l'âge de la retraite à 60 ans. Moi, j'ai 53 ans, je vais aller en retraite dans 2 ans. Il me dit, il me reste 2 ans, mon dernier enfant, au coût moins 1. Et lui-même me dit, c'est vrai que j'ai construit un petit immeuble à Koto, une maison au village, une maison à Yaoundé, mais mon dernier enfant, au coût élémentaire 1. Or, si le président de la République nous ajoute encore 5 ans, plus les 2 ans là, les 5 ans qui vont s'ajouter là, me permettront peut-être de construire
un autre petit immeuble à Yaoundé, qui garantirait le fait que son enfant qu'il est au coup moins 1 puisse grandir même s'il dans une aisance matérielle, même si lui-même il n'est plus dans la fonction. Voilà, c'est ça la psychologie de la pénurie. Et si on ne soigne pas les Camerounais de cette psychologie de la pénurie, ça sera difficile que les gens se détachent de la chose publique. Bon, maintenant, la dernière chose qu'il faut relever, et qui participe même de l'état psychologique de ces acteurs, c'est maintenant le mode de recrutement dans les hautes fonctions, non seulement politiques, et même administratives au Cameroun. Vous savez, il y a une grande toile, qui est la toile des fonctionnaires, qui gère l'ensemble de la fonction publique, et qui sont interreliés d'une manière ou d'une autre. Une toile, ça veut dire qu'en fait c'est... Bien sûr, c'est cette grosse toile-là. Juste une poignée de personnes. Oui, bon, je voudrais dire que ils tissent une toile parce que ils peuvent se retrouver soit qu'ils aient été des camarades au lycée, à l'université, après ils se retrouvent dans la même école, ils se retrouvent peut-être à l'ENAM, après ils commencent à se retrouver dans les différents ministères, et à un moment donné, ils s'accordent à partager l'espace public lorsqu'ils sont en fonction. Moi, je voudrais vous dire que lui peut être ministre ou directeur général aujourd'hui, et moi aussi. Lui va dire, bon, moi je t'envoie mes gars là-bas, tu les nommes ou alors tu leur donnes des marchés pour qu'il n'y ait pas une forme de collusion. Toi aussi tu me renvoies ici là. Ce genre de ping-pong, c'est observable dans cet environnement. Et cette grande toile-là, qui maintient toute la corruption ambiante au Cameroun, là, il faut vraiment la dévoyer. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Maître Fidèle Messi. Oui, je pense que je ne serais pas d'accord avec M. Mboutouzé sur plusieurs points. Le premier point, c'est celui concernant le vol du bien commun, parce que la fortune publique, c'est le bien commun. Vous ne devez pas penser que il est souhaitable de voler à l'État, plus à l'État qu'au particulier. Non, ce n'est pas. Je voudrais pour que les téléspectateurs non, je n'ai pas dit qu'il est bien. Je n'ai pas dit qu'il est bien de voler l'État. J'ai dit que les gens pensent que s'ils volent l'État, ils ne font du mal à personne parce qu'ils ne volent en réalité personne. Au fait, voilà. Ça ne veut pas dire que j'encourage ça. Je voulais dire que voler l'État, c'est plus grave. Et c'est pour ça que dans le Code pénal, en 1967, le législateur a incriminé le détournement des deniers publics. Moi, je suis au niveau psychologique des acteurs. Hein. Moi, je ne suis pas au niveau du droit. Moi, je ne voulais pas... Je voudrais relever le caractère grave de soustraire le bien de l'État. Parce qu'à l'article 184, quand vous avez volé à partir de 500 000, la peine d'emprisonnement est à vie. À partir de 500 000, c'est à vie. Alors, après avoir dit ça, je voudrais également indiquer que, à l'observation de ce qui se passe dans notre pays, pour ce qui est de la fortune publique et surtout concernant les mandataires de l'État, les acteurs de l'État, c'est-à-dire les gestionnaires de crédit, comme M. Mboutouzé a relevé, qu'il s'agit des fonctionnaires, qu'il s'agit des hommes politiques aussi, ça peut être un maire, ça peut être un député, ça peut être un sénateur qui doit gérer les finances publiques, qui doit gérer notre fortune. Et je ne pense pas que le fait qu'il y ait mauvaise gouvernance en ce qui concerne la fortune publique ne vient pas de l'héritage colonial. Il faut relever qu'il y a un manque de patriotisme. Parce que pour ceux qui sont patriotes, qui veulent, qui sont préoccupés par le devenir du pays et de leurs enfants, parce que le devenir du pays, ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour les générations à venir, et qui méritent la confiance à eux donnée par les populations, ne devraient pas avoir peur. Ils ne devraient pas avoir cette peur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la peur de la hiérarchie, c'est-à-dire la crainte, ce qu'on appelle la crainte révérentielle.
Vous avez été face à une hiérarchie. Vous avez la chance parce que vous êtes dans le... Écoutez, la crainte révérentielle ne peut pas dédouaner les contrôleurs qui constatent les écarts dans la gestion. Je n'ai pas dit que ça devrait les dédouaner. Non, il devrait, parce que lorsque vous évoquez la crainte révérentielle, lorsqu'il y a une infraction, la crainte révérentielle ne peut pas... En fait, il a fait un peu un état des lieux descriptif. Voilà, donc je voulais dire que... Et là, davantage psychologique, voilà, des acteurs, comme il disait. Comment il se comporte et comment il arrive à tomber dans la faute. Non, je voudrais lui dire que ce n'est pas un héritage colonial. C'est parce qu'il y a vol organisé. Parce que le contrôleur qui ne dénonce pas, ce n'est pas parce qu'il a peur de la hiérarchie, c'est parce que lui-même, M. Boutouzé l'a relevé tout à l'heure, qu'ils sont en communauté de vol. Donc il y a un vol collectif. Donc, parce que il y a un dispositif qui est mis pour la prévention, comme M. Yandalar, le conseiller Yandalar l'a relevé tout à l'heure, il y a un dispositif qui, si on appliquait ce dispositif-là, si on le respectait ces mesures, la fortune de l'État devrait être protégée. Parce qu'il y a eu cette volonté-là de protéger à travers les différents mécanismes et les différentes mesures, comme le professeur Alakala l'a relevé tout à l'heure, s'agissant dans la loi de 2007, malgré le fait qu'on a fait sauter le comptable matière, qui pouvait, au moins pour les biens meubles, avant qu'on ne se sépare, que ce soit des biens suffisamment amortis, ou même les véhicules. Vous voyez, aujourd'hui, on vend les véhicules de l'État, on vend les biens qui ne sont pas encore amortis. Et c'est une grosse perte pour l'État. Donc, je pense qu'il y a ce dispositif-là, et qu'à un moment donné, les gestionnaires de crédit n'ont pas eu la volonté de respecter ce dispositif, et il y a eu ce relâchement dans la répression, parce qu'il y a eu le relâchement dans la répression que les gestionnaires de crédit se sont permis maintenant de détourner de façon massive. Et je pense que si on avait continué à punir les gestionnaires de crédit, vous voyez, parce que là, ça devrait limiter. Mais à un moment donné, on a constaté qu'on a laissé pendant longtemps. Et les cas de détournement qui ont été poursuivis ces dernières années, donc des personnes qui comparaissent actuellement, ou bien d'autres qui sont en prison dans le cadre du détournement des deniers publics. Quand vous analysez, vous observez qu'il s'agit des personnes qui étaient en poste et qui ont volé sur une période bien longue. Et que si on avait pris des dispositions pour les interpeller à temps, on aurait arrêté la saignée. Donc il y a surtout ce problème de l'impunité qui fait que la fortune publique ne soit pas protégée. D'accord. Maintenant, on va essayer d'interroger donc le cadre. Le cadre, vous voulez rebondir d'abord? Oui, allez-y. Permettez-moi de dire quelque chose. Je voudrais un peu revenir avec Maître sur la théorie de Maslow. Oui, Maslow qui a classifié les besoins des êtres humains par ce qu'on appelle la théorie de Maslow. Et dans sa théorie, il dit que les besoins les plus larges chez l'être humain, ce sont des besoins physiologiques. L'envie de manger, de boire l'eau. Après, les besoins de sécurité. Après, les besoins d'appartenance à un groupe. Après, les besoins d'estime et les besoins d'affirmation de soi. Maintenant, et Maslow dit, aussi longtemps qu'on n'a pas fini avec les besoins du bas, il ne faut pas viser les besoins du haut. Maintenant, regardons dans notre société. À quel âge nous sortons des besoins physiologiques? Parfois, on va à l'école, on n'a même pas vraiment l'aisance matérielle qui nous permet de subvenir seulement aux besoins physiologiques. Parfois, il y a des gens qui sont à l'université à 27-30 ans, qui ne peuvent même pas satisfaire tous leurs besoins physiologiques. Maintenant, quand il a la chance d'entrer dans une école et qu'il sort à 35 ans,
il entame à ce moment les besoins de sécurité. Il faut avoir un toit, il faut avoir une assurance maladie, il faut avoir une garantie pour sa famille et tout ça. Et ces besoins de sécurité-là, il peut les engager sur 10-15 ans. Il atteint 55 ans, il n'est qu'au deuxième palier. Il n'a même pas encore commencé à imaginer les besoins de réalisation personnelle. Parce que pour construire un État, il faut des hommes qui soient au niveau des besoins d'estime et des besoins de réalisation personnelle. Si des gens se battent pour arriver à 50 ans et qui ne sont qu'au deuxième palier des besoins, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de sécurité, vous pensez qu'ils vont avoir le temps de faire les humanités quand pour les besoins d'estime et d'appartenance, surtout pour les besoins de réalisation, pour créer quelque chose de grand dans un environnement supra comme un État, il faut que vous soyez partis rapidement des besoins de base qui sont des besoins physiologiques pour arriver à ce tout autre État qui peut vous permettre de réaliser des besoins d'affirmation personnelle. Or, très souvent, dans notre environnement, c'est à 60, 50 ans, il y a des gens qui se battent même encore pour avoir un toit au Cameroun. Je crois même 70%. Ils ont 50 ans, ils se battent encore pour les besoins de sécurité. D'accord. Donc vous ne pouvez pas balayer ce que j'ai dit dans le document. C'est très important et c'est pour ça que j'ai dit, il faut d'abord interroger l'état psychologique des acteurs avant même maintenant de regarder le problème sur les autres angles. Vous ouvrez une brèche. Est-ce que justement, est-ce que l'environnement ne conditionne pas l'état psychologique? Est-ce que la gouvernance ne conditionne pas l'état psychologique? Je veux dire que si on a un État qui n'est pas un père fouettard, si quelqu'un prend la fortune publique, on l'observe du bout de l'œil, la deuxième personne en prend, on l'observe, contrairement à un État qui serait fouettard, c'est-à-dire qu'à la première faute, vous êtes puni. Est-ce que tout ça ne conditionne justement pas les gestionnaires de la fortune publique, à savoir que s'ils se laissent aller, ils ne seront pas sanctionnés? Mais le problème, c'est que lorsque tous se battent pour la réalisation de ces besoins... Personne n'a le moyen de sanctionner l'autre. Voilà. Mais si vous avez un pouvoir hiérarchique sur moi, pendant que vous vous battez pour construire un immeuble, pour sortir des besoins de sécurité, je le fais aussi et tout ça, vous croyez que vous aurez assez de légitimité pour... venez concentrer votre énergie et votre force sur moi. C'est qu'ils sont un groupe et c'est chacun qui veut ramasser. Ils ramassent au même moment. Et personne ne peut avoir la légitimité d'agir sur l'autre. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Venons-en donc, on avance un palier. Essayons d'interroger le cadre institutionnel de tout cela. Donc, il y a un ensemble de structures qui ont été créées pour protéger, organiser et souvent poursuivre ceux qui sont auteurs des indélicatesses par rapport à la fortune publique. La plus en vue en ce moment, c'est la Chambre des comptes, à la Cour suprême. Il y a la CONAC, il y a la NIF, il y a Jean Obli. Quel est le cadre, justement, institutionnel, dans lequel, ou alors qui est organisé autour de la fortune publique, des biens de l'État? Qu'est-ce que l'État a mis en place pour pouvoir protéger ces biens? Oui, d'abord, et puis j'avais oublié de faire ça tout à l'heure. D'abord, je dois relever que lorsque nous prenons l'indépendance, enfin, lorsque nous obtenons l'indépendance en 1960, aucun Camerounais n'était riche. Nos parents, pour ceux qui se débrouillaient, aucun. Les salaires de catéchistes qui étaient distribués par le colon ne permettaient pas à un noir d'être riche. On n'avait pas de commerçants ici Non, en 1960, il n'y en avait pas. Les quelques personnes comme les Sopo-Priso qui avaient investi dans l'immobilier se comptaient au bout des doigts. Et la classe économique que nous avons connue à partir des années 70 a été accompagnée par l'État. Nous le savons tous. Ce que je veux dire, c'est que dès les indépendances, on a mis en place un certain nombre de textes qui empêchaient aux Camerounais de voler l'État. Maître Djiboussi l'a relevé tout à l'heure, lorsqu'on volait plus de 500 000, c'était la compétence du tribunal de grande instance et c'était une condamnation à vie. En dessous, c'était première instance et selon l'intime conviction du juge, en fonction des circonstances.
Mais le véritable problème que le Cameroun connaît, c'est lorsque, à partir des années 80, la dévaluation du franc CFA arrive et les salaires sont ponctionnés par la suite. Et la crise intervient et le FMI s'amène. C'est à partir des années 88 que la corruption a effectivement mis ses pieds au Cameroun. C'est à partir des années 88. Et l'État a réagi. D'abord sur le plan international, l'ONU, je crois que c'était en 1991, je crois, non, 71, l'ONU a pris un texte contre la corruption avec 71 articles qui définissaient de manière claire ce qui est corruption, ce qui ne l'est pas. Il précise que la corruption, c'est le pourrissement. C'est tout ce qui sent mauvais, c'est la corruption. Lorsqu'on amène quelqu'un à faire quelque chose contre sa charge, contre sa volonté, en contrepartie de ce qu'on lui donne comme argent ou bien meuble ou non, eh bien c'est la corruption. On a mis en place des textes. Amnesty, les organisations internationales se sont mêlées avec Amnesty International. Donc sur le plan international, il y a eu un cadre. Sur le plan africain, et l'Union africaine s'est appesantie sur cette question de la corruption en prenant un certain nombre de textes très courageux. Et sur le plan interne, on a mis en place des textes tels que on peut les compartimenter par ministère. Le ministère des Finances, à lui tout seul, a mis en place une brigade budgétaire pour contrôler les gestionnaires des crédits, a mis en place une brigade de la comptabilité matière pour contrôler la bonne conservation des biens publics, qui a été supprimée en 2007, par qui vous savez. Et je ne sais pas par qui. Par les civils. D'accord. Un agent du FMI. Voilà. Je crois que vous le savez. Et il y a eu, et au niveau du Trésor, on a mis une inspection générale, une inspection des services. Au niveau des impôts, la même chose. Au niveau du Trésor, des douanes, la même chose. Donc, on a mis des verrous qui empêchaient à tout, au seul ministère des Finances, au ministère de la Justice. Tout récemment, vous avez vu naître le TCS. Et avant le TCS, on a créé au niveau de la police, chapeautée par la justice, une direction de la police judiciaire qui était chargée d'enquêter sur les crimes économiques et financiers. Donc, au niveau maintenant de la grande structure de l'État, l'IGERA, intervient l'inspection générale de l'État. Et puis arrive la Cour des comptes et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ça veut dire que... l'État. Bien sûr, le contrôle l'IGERA. C'est ça que tu appelles, vous appelez contrôle supérieur de l'État, c'est la même chose. Vous voyez donc, sur le plan structurel, il y a eu un cadre de lutte contre la corruption. Maintenant, est-ce que c'est parce que sur le plan psychologique, il y a la théorie de Maslow, c'est ça? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que les grandes dispositions depuis 1996 qui auraient pu peut-être ralentir de manière considérable cette question de la corruption, c'est l'article 66 qui malheureusement n'a pas été mis en place. Or, l'article 66 existe. Il consiste à amener tout agent public d'un certain niveau à dire au moment où je prends service, voici ce que j'ai. Au moment où j'arrête le service, voici ce que j'ai. Mais le fait de n'avoir pas mis en place cette disposition a été pour moi le principal accélérateur de la corruption dans notre pays. Le deuxième accélérateur, c'est le FMI lui-même. Avant d'aller peut-être au deuxième, pour revenir sur l'article 66, avant 1996, cet article n'existait pas. Mais je vais dire qu'on n'était pas non plus en présence des dérives, comme on peut le constater aujourd'hui. Mais c'est justement ce que j'étais en train de dire. Avant donc 1996, nous étions déjà en plein dans les politiques d'ajustement structurel, où le FMI, de par cela, était le patron de notre politique économique et le patron de notre politique financière. C'est donc à partir des années 88 qu'à la vérité,
le Cameroun a connu sa dérive en matière de corruption des fonctionnaires. C'est à part. Et c'est pour vous dire que le premier corrupteur dans le monde, c'est le FMI. Comment ça? Parce que lorsque ces gars arrivent, ils vous disent on vous met sur ajustement structurel. Programme triennal ceci, après rebellon, après rebellon. On appelle les ministres des Finances, on leur dit écoutez, si vous voulez sortir vraiment de la misère, eh bien devenir pays pauvre très endetté. Devenir pays pauvre très endetté signifie se surendetter. C'est-à-dire que s'endetter au maximum. Autrement dit, si vous avez un PIB de 100, vous devez avoir une dette de 150. Or, pour arriver à ça, on a corrompu les ministres africains. Est-ce que vous avez des éléments Je vous dis ce qui... Vous le dites simplement, est-ce que vous avez des éléments pour le matérialiser? On ne peut pas aussi facilement le dire comme ça à la télé. Oui, mais peut-être n'ayez pas peur pour ça. Non, pas que j'ai peur, mais je veux dire qu'il faut au moins matérialiser une telle déclaration. Mais puisque la vérité, lorsqu'on est devenu, le FMI n'a pas pu réussir les politiques d'ajustement structurel, est-ce que ces hauts fonctionnaires africains étaient fous pour redonner la confiance à des gens qui vous ont dit, au bout de 3, 6, 9 ans maximum, on va vous sortir de là. Et ces mêmes gens viennent, ils vous disent, devenez pays pauvre très endetté, c'est-à-dire endettez-vous au maximum, et puis vous allez sortir des problèmes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a eu des rétrocommissions, et tout le monde sait que si le FMI vous donne 100, il y a des rétrocommissions, c'est connu. Il y a des sites qui décrivent ces choses-là. C'est connu. Et dans tous les pays d'Afrique, c'est à partir de l'arrivée du FMI dans les États que ces pays ont connu une corruption exagérée. D'accord. Et ça, c'est connu. Il y a plein d'études qui le confirment. Puisque c'est dans cette situation de 88 à 96, lorsqu'on voit que de manière galopante, des gens deviennent extrêmement riches sans qu'ils justifient d'où peut leur provenir cette richesse sur le plan peut-être des investissements économiques et autres, notamment les fonctionnaires, puisqu'ils n'ont aucun investissement. Mais ils deviennent plus riches que ceux qui investissent, dont les hommes d'affaires. Eh bien, le législateur camerounais a dit non. Et nous savons dans quelles conditions on est arrivé à l'article 66. C'était après une, je crois, la tripartite. C'était après la tripartite. Exact. Et les gens, les Camerounais se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça avec ces fonctionnaires. On a l'impression qu'ils sont de mèche avec le FMI, je précise. Alors, on met un article 66 à la Constitution. Avant de prendre fonction, voilà. Après les fonctions, voilà. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que nous soyons là en plein aujourd'hui, où les gens sont devenus presque des souris, des rats. Quand je parle des gens, c'est les fonctionnaires. Merci. Vincent Yédé, justement, pour revenir sur le cadre institutionnel du dispositif pour protéger la fortune publique. Oui, je voudrais quand même lui emboîter le pas pour dire que, en réalité, dans ces années 90, la corruption a été institutionnalisée. Il vous souvient qu'il y a tout un ministre des Finances de cette époque-là qui avait institué les 30%. En réalité, c'est une atteinte à la fortune publique quand un fonctionnaire a un intérêt dans l'acte qu'il pose. C'est une atteinte à la fortune publique. Et donc, tous ceux qui suivaient le dossier au niveau du ministère des Finances devaient laisser 30%. Aucun document n'était plus signé sans passer par ce moins de 30%. On avait toute une activité se développer autour de cette institution-là. Des gens qui venaient avec des mallettes, qui prenaient des dossiers pour entrer dans les bureaux. Et ça s'est généralisé jusqu'au niveau de la CNPS. Ceux qui, à cette époque-là, ont eu le malheur de prendre leur retraite, ne pouvaient pas toucher leur rappel. C'était un goulot d'étranglement au niveau de la CNPS qui faisait que vous étiez obligé de céder même la totalité de votre rappel pour commencer à toucher la pension. Pour les plus sévères, mais pour d'autres, une partie de cette pension-là. C'est-à-dire que le bonhomme vous disait, vous signez ici, là, quand la pension sort, je prends d'abord, je prélève peut-être 30, 40 pour
pour ça dans vos groupes de pension. Donc, c'est quelque chose qui a été institutionnalisé. Et du coup, il y a eu une course à l'enrichissement. Parce que vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, vous êtes peut-être des camarades. Hier, votre situation était semblable, mais le lendemain, il a une grosse maison, une grosse voiture, pour des choses que vous savez qu'il a faites. Donc, il y a donc eu une course à l'enrichissement qui a fait que les gens se sont livrés à cœur joie à cette activité-là. Et ça a vraiment créé une avalanche de corruption généralisée dans toute l'administration, dans tous les bureaux administratifs. On s'est retrouvé en train de courir après cet enrichissement-là. Et surtout que ça intervenait à un moment de récession. On venait de faire la dévaluation, les salaires avaient baissé et les fonctionnaires avaient trouvé là une pirouette pour maintenir leur niveau de vie. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué et ça nous a donc conduit là où nous sommes aujourd'hui. On pourrait se dire à un moment donné que c'est à cause de l'impunité que les gens se sont livrés à ces différents actes-là. Mais nous voyons tous, depuis une quinzaine d'années, toutes ces condamnations qui sont faites, tous ces illustres personnages qui se sont retrouvés en prison, jugés pour des faits de corruption, mais cela n'a pas freiné l'ardeur des nouveaux. Comme je le disais, la course a été maintenue de telle sorte que chaque fois que quelqu'un se retrouvait dans une position où il avait la possibilité de puiser dans la fortune publique, et il le faisait. Et lorsqu'il y a eu une association d'intérêts, c'est-à-dire que, comme Boutouzeux disait, on peut être ici et on agit dans l'autre ministère et vice-versa. Donc, j'ai appelé ça association d'intérêt. Oui, a fait en sorte que les gens savaient qu'ils ne pouvaient pas être attaqués. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, que le juge, c'est un camarade de classe, c'est un ancien collègue, c'est un voisin. Et en plus, le développement d'un certain nombre de choses qui n'existaient pas ou alors qui étaient encore assez subtiles. Les gens se sont retrouvés dans un certain nombre de cercles où ils se devaient la solidarité, où ils se devaient de se soutenir mutuellement. Et donc, ils pouvaient être sûrs que vous portez plainte contre quelqu'un ici, ou vous initiez le dossier ici, il ne va jamais arriver sans passer par les mains de l'un de ses camarades ou de ses confrères. Et à partir de ce moment-là, le dossier disparaissait. Donc, ce sentiment d'impunité-là aussi a fait en sorte que, en même temps qu'on condamnait, on s'est retrouvé avec des gens qui continuaient à courir après cet enrichissement. Donc, l'État avait tous les moyens là, justement, pour intercepter cette activité, tout simplement en faisant l'application de l'article 66. Que les gens soient capables de justifier la provenance de leurs revenus. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre pays, les fonctionnaires sont les plus riches. Les fonctionnaires sont les plus riches. Donc, c'est une situation extrêmement difficile qui a plombé le développement de notre pays, qui a déjà la crise des années 90, tout le monde le sait, le Cameroun s'était endetté pour des projets qu'il n'a jamais réalisés. Cet argent s'est retrouvé entre les poches des gens et nous ne sommes pas loin de nous retrouver dans ce même genre de situation en 2021. C'est vraiment dommage pour notre pays. Maître, sur le cadre institutionnel de protection de la fortune publique. Oui, je pense que le professeur Alaka a bien exposé le cadre légal sur le plan international et sur le plan national. Et il a évoqué aussi le cadre institutionnel. Au regard du cadre légal, nous pensons que il y a des dispositions qu'il faudrait prendre au niveau du cadre légal pour limiter les atteintes à la fortune publique.
comme le cas que le professeur Laka a évoqué tout à l'heure, les réquisitions administratives. Ça, c'est des mécanismes qui ne sont pas favorables à la protection de la fortune publique. Et également, il faudra penser à rétablir le comptable matière pour protéger également beaucoup plus les biens meubles et obtenir une comptabilité normale pour que lorsqu'on veut se séparer d'un bien meuble, il faut que ce soit un bien qui est suffisamment amorti. Et également au niveau des biens immeubles. Et il faut, même si aujourd'hui il y a des règles qui gouvernent la cession des biens immeubles, où on parle de vente de gré à gré ou bien de vente aux enchères publiques, il faudrait qu'on renforce encore l'encadrement à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, comme on a relevé tout à l'heure, on voit les préfets qui vendent les terrains de l'État, on voit même un maire qui se permet de vendre un immeuble appartenant à l'État, c'est-à-dire un immeuble qui fait partie du patrimoine de l'État, qui est propriété privée de l'État. Donc, ça, des dispositions doivent être prises pour davantage protéger ce type de biens. Maintenant, s'agissant du cadre institutionnel, dans notre droit positif, nous voyons que le législateur a fait des efforts de mettre en place quelques institutions comme gendarmes de la fortune publique. Au niveau de l'État, on relève le contrôle supérieur de l'État avec le conseil de discipline budgétaire. Et on relève également l'Agence nationale d'investigation financière, la NIF. Il y a la CONAC, qui est la commission nationale anticorruption. Et plus récemment... La NIF, Agence nationale d'investigation financière. Exact, la NIF, Agence nationale d'investigation financière. Et plus récemment, en 2003, et qu'aujourd'hui, cette chambre de compte qui était un peu en hibernation à l'occasion de la mauvaise gestion des fonds Covid, les Camerounais découvrent aujourd'hui la chambre des comptes qui a aussi pour mission de s'assurer que les fonds publics sont gérés, parce que la chambre des comptes, sa mission c'est de faire le contrôle et de juger les comptes. De juger les comptes publics, dont tous les gestionnaires de crédit et tous les gestionnaires des entreprises publiques devraient présenter les comptes chaque année au niveau de la Chambre des comptes pour que la Chambre des comptes puisse apprécier si les comptes ont été bien gérés. Donc, ce que nous relevons comme insuffisance au niveau de toutes ces institutions-là qui devraient jouer leur rôle pleinement pour que nous ne puissions pas assister à des détournements massifs ou à des soustractions de la fortune publique, c'est que ces institutions, c'est-à-dire que ce soit le Conseil de discipline budgétaire, que ce soit la Chambre de compte, que ce soit la NIF, que ce soit la CONAC, manquent des prérogatives pour être plus efficaces. Et bon, comme le thème aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à ces institutions-là les prérogatives de police judiciaire. De police judiciaire. De telle sorte que lorsque la NIF, lorsque la CONAC, lorsque le Conseil de discipline budgétaire, lorsque la Chambre des comptes, dans ces investigations, constate qu'il y a des dérives dans la gestion des fonds publics, qu'il y a des détournements, que ces institutions puissent directement saisir la juridiction compétente, puissent saisir le tribunal compétent pour que cette juridiction puisse statuer. La juridiction peut ouvrir l'information judiciaire sur la base des enquêtes menées par ces institutions et à la fin voir s'il y a des charges suffisantes et rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente qui doit connaître l'affaire et donner la sanction qui convient. Et donc, il y a ce besoin de donner des pouvoirs de police judiciaire à ces institutions.
pour qu'elle soit plus efficace. Et en plus, il faut relever que si on pouvait réagir dans la protection, c'est-à-dire mettre en branle le dispositif, le mécanisme de répression de façon rapide, de façon prompte, nous pensons que ça pourrait protéger davantage la fortune publique, parce que nous observons aujourd'hui que la plupart de ceux qui sont poursuivis, c'est des gens qui sont poursuivis parfois pour des malversations commises il y a plus de 20 ans. Et vous voyez qu'à ce niveau, il y a de l'immobilisme, il y a du laxisme. Et également, nous pensons que il y a, le professeur Alaka a bien fait de relever tout à l'heure les dispositions au niveau international, les conventions. Il y a la convention sur la lutte contre la corruption qui a institué ce mécanisme qui donne lieu à ce qu'on appelle l'infraction d'enrichissement illicite. Il est important que ce dispositif-là rentre dans notre droit positif, c'est-à-dire dans notre code pénal. L'enrichissement illicite. Nous n'avons pas compris pourquoi, lors de la révision du code pénal récemment, le ministre de la Justice s'est opposé à ce qu'on inscrive cette disposition-là sur l'enrichissement illicite. Parce que l'enrichissement illicite permettra que... Parce qu'aujourd'hui, la fortune publique, ce n'est pas seulement les agents de l'État, ce n'est pas seulement les gestionnaires de crédit qui détournent. Imaginez-vous même dans les cadres d'exécution des marchés, là où on utilise l'argent de l'État et que les gens font des surfacturations, ou bien n'exécutent pas le marché, la commande publique, comme exigé, et après l'argent rentre dans leur poche sans que l'État puisse avoir droit à l'ouvrage escompté. Ça se retrouve souvent dans les poches des prestataires. D'accord. Pas seulement dans les poches des agents publics. Donc, il faudrait que l'infraction de l'enrichissement illicite puisse permettre que lorsqu'une personne subitement devient riche, qu'on puisse avoir la traçabilité de sa richesse. Joseph René, moi, je pense que l'exemple sur l'enrichissement illicite n'a pas été bien pris, parce que lorsqu'on n'a pas livré un marché, il y a des mesures qui sont prises pour que vous pouvez vous rendre compte. Moi, je pense que le meilleur exemple pour l'enrichissement illicite, c'est lutter contre ce qu'on appelle les prête-noms, c'est-à-dire que ces individus du jour au lendemain, sans une fonction précise, même une activité précise, on constate seulement que la personne construit un immeuble et tout ça, tout simplement parce que il est un prête-nom d'un gestionnaire de crédit, c'est le meilleur exemple. Mais ils ont abondamment parlé des institutions. Mais moi, je reviens pour insister que il faut diagnostiquer l'acteur et il faut soigner l'acteur. Parce que celui qui est responsable de la NIF aujourd'hui et qui était inspecteur du Trésor hier, des impôts, ou bien inspecteur des impôts, ou bien administrateur, non, je ne pourrais pas focalise pas. Je prends un exemple. Il ne veut pas donner le profil précis. Voilà, si aujourd'hui on nomme un responsable à la NIF et qu'hier il était inspecteur du Trésor par exemple, voilà, il a 55 ans, il est toujours en train de se battre pour la réalisation de ses besoins de sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre les dossiers qui viendront, pas pour le bien de l'État, hein, pour restaurer la fortune publique qui est détournée, mais à son tour, pour mettre la pression sur ses camarades qui sont restés sur le terrain. Et je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut regarder l'acteur. Et c'est pour cela que ces structures-là ne servent à rien. Justement, est-ce que ce comportement de l'acteur n'est pas la conséquence de la faille du dispositif? Non, ça n'a rien à voir. Mais on arrête les gens tous les jours, on les met en prison, mais les autres qui arrivent recommencent à prendre comme si on n'avait pas mis certains en prison hier. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec le dispositif institutionnel légal. Hein. Aujourd'hui, les gens se permettent de voler, c'est-à-dire les nouveaux venus continuent à voler parce qu'ils savent que au-delà qu'il y a impunité et que ceux qui sont en prison
C'est parce que... Parce qu'on les aime pas trop. Maître, je vous dis qu'au-delà du vol, les gens veulent avoir des garanties de ne plus vivre dans la pauvreté. Moi, je voudrais vous dire, nos enfants qui n'auront pas la pression de construire des immeubles, de construire des maisons, auraient un idéal républicain plus élevé. Parce que si j'ai eu la chance de construire une maison pour mon fils, vous croyez qu'à 25 ans, 30 ans, il a encore à se battre pour subvenir à ses besoins physiologiques et de sécurité? Le gars va rentrer directement dans des besoins plus élevés à 25, 30 ans. C'est ce qui se passe dans les pays occidentaux. Pendant que nous, à 40, 50, 60 ans, on est encore en train de se battre pour construire un logement où la famille va habiter. Et je vous dis que lorsqu'on prend un fonctionnaire lambda, on le met à l'ANIF, par exemple, je n'indexe pas de façon particulière l'ANIF, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rappeler ses collègues qui sont restés peut-être aux impôts et leur dire, bon, moi j'ai l'information que vous êtes en train de construire un immeuble là-bas, il faut venir déposer ici là. Parce que là-bas, là où on le nomme là-bas, il profite de cette position-là pour racketter ceux qui sont en bas. C'est le même système, c'est-à-dire que ces structures-là ne peuvent pas fonctionner de façon optimale. Parce que ce sont les mêmes acteurs qu'on déplace avec leur état mental, leur état psychologique, d'une position à un autre. Je voulais vous relancer. Puis il tourne tout autour. Aujourd'hui, vous pouvez être juge d'instance. Demain, vous êtes directeur général d'une entreprise publique. Joseph René. Est-ce que vous... Mais monsieur Boutouze, il ne faut pas... Aujourd'hui, vous pouvez être juge d'instance. Vous pouvez même être directeur général à NIF. Après, vous devenez ministre ou vous êtes un manager. Qu'est-ce qui empêche l'application de l'article 66? Qui gère la fortune. Ce qui empêche l'application de l'article 66. Mais c'est parce que je vous ai dit qu'il a parlé de communauté d'intérêt. Nous sommes dans un environnement où il y a une communauté d'intérêt qui gère le Cameroun actuellement. D'accord. Et ils sont solidaires. Ils sont solidaires. D'où la discrimination et l'impunité. Ils sont solidaires. Non, écoutez. D'où la discrimination et l'impunité, M. Boutouze. Écoutez. C'est pas une affaire. Non, il ne faut pas. Il faut pas penser que c'est une affaire de réalisation personnelle. Non, qui fait seulement. Maître, combien de ministres sont en prison aujourd'hui? Oui. Combien, avec l'actualité ambiante, peuvent à tout moment se retrouver en prison? Vous avez vu ce que monsieur le maire a dit, monsieur Indé, que pendant que vous sortez de l'école, 5 ans après, vous avez conçu la maison. Nous sommes sortis de la même école. Moi, je ne suis pas encore à la position où vous êtes là aujourd'hui. Maintenant, lorsque, par chance, je me retrouve à la position où vous étiez hier, quel est mon état d'esprit de ce moment-là? Mais c'est de vous rattraper. Et moi, j'ai souvent suivi les gens dire à certains comme conseil, comme on t'a déjà donné ta position là, construis vite ta maison parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas mettre là-bas. Parfois même dans les mairies, on dit au maire, tu n'es pas sûr que tu seras encore là au prochain mandat. Hein? Fais ta vie maintenant. Pendant que tu es maire, c'est l'état d'esprit global. Je vous dis qu'il faut questionner l'acteur. Et comment on fait? Comment on fait? D'abord, il faut commencer par éduquer. Éduquer, il faut créer de nouveaux Camerounais. on va le créer. Non, mais je veux dire nos enfants maintenant là. Vous savez, les projections. Les projections. La science-fiction. Les projections, c'est pas de la science-fiction. Vous savez, l'État projette sur le long terme. 10, 20, 30, 40 ans. Vous avez vu en 2009, la vision du Cameroun a été portée en 2035. On était en 2009. L'État projette sur du long terme. Alors, nous devons poser les bases aujourd'hui. Quel est le Cameroun que nous voulons avoir en 2040, par exemple? Nous devons avoir le courage de le faire. Quels sont les Camerounais qui auront 25 ans en 2045, 46? Ils auront 25 ans. Ils devront être comment? D'accord. Et cette éducation-là,
nous devons commencer ça aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est je n'ai pas fini. Oui, allez-y, allez-y. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le mode de recrutement. Parce que, et je reviens toujours par là pour questionner l'acteur. Vous savez, on commence à vous donner la considération au Cameroun lorsque vous avez déjà une certaine assise matérielle. Auquel cas on dit que vous êtes encore irresponsable. C'est-à-dire l'irresponsabilité au Cameroun est liée à votre position matérielle. On commence maintenant dans votre environnement politique, environnement social. Quand vous commencez déjà à présenter certaines garanties, c'est-à-dire que vous pouvez inviter le prescripteur, parce que pour qu'on vous nomme à une fonction élevée, il faut forcément que ce soit des gens qui vous prescrivent. Hein? En management, on les appelait les passeurs que vous ayez, parce que dans la théorie de management de la carrière, on nous a dit que pour gérer une bonne carrière, il faut recruter, il faut que chacun recrute 6 acteurs. Le premier acteur, il faut recruter un modèle. Deuxième acteur, un anti-modèle. Le troisième acteur, un challenger, celui qui te pousse à faire le pas supplémentaire. Le quatrième acteur, un coach, c'est-à-dire celui qui peut t'aider à renforcer tes capacités intellectuelles, tes capacités professionnelles. Le cinquième acteur, un passeur, c'est-à-dire celui qui peut déplacer ton CV d'un endroit X à un endroit Y où on peut prendre la décision sur vous. Et lorsque je reviens sur ces passeurs-là, ils jugent souvent les gens, non pas par leur capacité mentale, intellectuelle qui peut leur permettre d'aller vers l'action et d'atteindre des résultats, mais davantage sur des subjectivités d'ordre matériel. Il n'a même pas encore de maison, il n'est pas encore marié, il n'est pas encore mûr. Et on ne peut pas, vous conseiller dans un endroit où on peut vous nommer. On dira même, si même qu'on a envie de vous donner une responsabilité quelque part, on dirait que non, mais celui-là encore n'est responsable. Il n'a même pas encore de maison, il n'est pas marié. Quels sont ces critères de sélection dans un environnement où on a besoin de la performance? Je voudrais vous lancer avec cette question. Techniquement, qu'est-ce qui empêche l'application de l'article 66 prévu dans la Constitution de 96 qui, entre autres, prévoit justement la déclaration des biens lorsque vous entrez en fonction? Parce que ce n'est pas le gouvernement qui a pensé cet article. J'ai l'impression que l'article 66 a été imposé au gouvernement par les résultats de la tripartite. Parce que lorsque on est auteur d'une disposition législative, eh bien cette disposition n'a de sens que lorsqu'elle va être appliquée. C'est ça qu'on appelle le positivisme dogmatique, si vous voulez. Et d'une part, et d'autre part, le pragmatisme juridique. Si vous n'appliquez pas quelque chose, cette chose n'existe pas. Donc l'article 66 pour moi n'existe pas. Si vous parlez d'application de quelque chose qui n'existe pas, ça n'existe pas. Ce qui existe vit, ça se voit, ça a des résultats, ça a des conséquences. Donc l'article 66, c'est une espèce d'endormissement qu'on a mis là pour plaire à ceux qui l'ont proposé à la tripartite. Maintenant, je vais poursuivre, parce que je me suis rendu compte que on est passé à l'étape de proposition. Oui, si vous voulez. Oui, parce que maître même si on n'a pas encore fidèle l'a fait, monsieur Boutoudou l'a fait, donc moi je crois que je peux être d'accord avec un certain nombre de préceptes qui ont été énoncés, notamment le fait que tout le dispositif juridique qui existe, institutionnel, tout ce qu'on veut, ne peut pas prendre corps au Cameroun, ne peut pas être appliqué au Cameroun. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé, et depuis d'ailleurs 2009, dans ce livre, La gouvernance fiscale, que j'ai écrit, j'ai proposé l'idée suivante, que la seule possibilité de finir la corruption au Cameroun, c'est par la fiscalité et l'appui du juge. Comment? La fiscalité est dominée par un principe fondamental qu'on appelle le réalisme du droit fiscal que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce principe.
C'est-à-dire que la fiscalité est amorale. Mais tu voles, tu paies des impôts. Tu es prostitué, tu paies des impôts. Tu exerces une activité illégale, tu paies des impôts. Le fiscaliste s'en fout. Maintenant, on arrive à une situation où les gens volent. On a mis en place tout un dispositif et on se rend compte que ça ne peut pas être opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se sert d'abord du juge. Lorsque le juge a condamné quelqu'un où il a été établi, la décision est passée en force de chose jugée, que ce monsieur a détourné 2, 20, 30 milliards. Dès cet instant, la direction générale des impôts doit immédiatement intervenir pour demander à ceux mis en cause s'il a payé ses impôts sur ce revenu. Et là, avant tout débat au fond, éliminer litis, comme disent les latins, l'État va recouvrir au moins 70% de ce que ce monsieur a volé. Comment? Prenons le cas de quelqu'un qui détourne 1 milliard. Le juge l'a condamné, donc c'est acté. Eh bien, le gars des impôts dit, ok, vous avez été condamné pour 1 milliard, apportez-moi votre fiche. Pour avoir eu un revenu d'1 milliard, le gars des impôts ne dit pas qu'il a volé. Mais on a constaté qu'il a eu un revenu d'1 milliard. On va lui dire, donnez-nous votre feuille d'impôt sur laquelle vous avez payé les impôts sur votre revenu d'1 milliard. Naturellement, il n'a pas. Et ce gars d'impôt qui lui-même était un corrompu. C'était notre débat. C'était notre débat. C'est une proposition que j'estime être capable non seulement de ralentir la corruption par rapport à ses conséquences, mais également d'amener les gens à revoir leur position. Ce monsieur, prenons le milliard, c'est le taux, c'est 35% après un petit abattement. On prendra 350 milliards, 1 million. Pénalité de 100%, 3 autres 50 millions, 350 autres millions. Et puis intérêt de retard, peut-être 100 millions, ça va faire à peu près 800 millions. On prendra ça sur le milliard volé. Sur le revenu du vol. Sur le revenu du vol. Alors qu'on sur le milliard volé. Le revenu que l'État doit récupérer. Non, je voulais le laisser poursuivre parce que j'aurai une question après. Je vous dis des choses peut-être que vous avez du mal à comprendre. Mais si vous connaissez que lorsque vous avez un revenu, vous devez payer des impôts sur ce revenu, que ce revenu a été volé ou acquis légalement. Et lorsque vous n'avez pas payé des impôts sur ce revenu, vous ferez l'objet d'un redressement fiscal. Vous le savez. Et dans le cas d'espèce, on est dans la voie du redressement fiscal. Vous avez été condamné pour avoir obtenu un revenu d'1 milliard. Est-ce que vous avez payé des impôts sur ce milliard? C'est légal, c'est prévu par la loi. C'est prévu, c'est le droit de reprise. C'est un pouvoir que l'administration a, le pouvoir de contrôle, qui donne lieu à des redressements, donc à des reprises d'impôts. Dit de la sorte... Et qui peut donner lieu à un titre exécutoire immédiat, oui, l'avis de mise en recouvrement. Le titre exécutoire, vous avez l'avis de mise en recouvrement de 800 millions. Exact. Si vous ne les payez pas, deux possibilités s'offrent à l'administration. L'administration peut recouvrer en nature, c'est-à-dire que si vous avez des biens meubles, immeubles, l'administration peut saisir, le droit de saisie existe. Exactement. Et il met ça aux ventes aux enchères. Elle met ça aux ventes aux enchères. Et je vais plus loin pour dire que si vous avez planqué les fonds à l'étranger, lorsque vous êtes condamné par le juge et l'administration fiscale est venue prendre sa part de 800 millions, parce que vous n'avez pas déclaré ses revenus, eh bien, aujourd'hui, le Cameroun vient de signer la convention multilatérale en matière d'échange à but fiscal. Le Cameroun a signé la phase 1. Donc ça veut dire que le Cameroun, avec ce titre exécutoire, peut bloquer vos comptes bancaires dans n'importe quel pays au monde. En ce moment-là, le Cameroun a des ambassades. L'argent est recouvré du compte de ce monsieur. Si c'est en France ou aux États-Unis ou au Canada, l'argent partira, on va faire un ATD à partir de cette convention multilatérale sur la base de son application qui est stricte. On prendra l'argent du compte de l'individu. Ce n'est plus l'argent volé, mais c'est l'argent des impôts. Le milliard reste dû. C'est-à-dire que sur le plan pénal, le milliard reste dû. C'est une double sanction en fait. Oui, là, c'est les impôts qui interviennent pour prendre leur part, mais l'État vous a condamné au remboursement. Mais les impôts constatent que vous avez eu un revenu, vous n'avez pas payé des impôts. Monsieur, c'est ça. Et cette loi existe, la loi existe. Comme ça, vous serez condamné pour détournement et non reversement de
de vos impôts. Vous êtes condamné déjà. Sur l'objet du détournement. Vous êtes condamné déjà parce que vous avez volé. C'est le juge pénal. Et maintenant, la juridiction fiscale vous condamne parce que vous avez eu un revenu. Vous n'avez pas payé des impôts. C'est la sanction civile. Mais un revenu, que le juge peut vous arracher. Tu as intérêt à suivre. Parce que ça peut t'aider. Tu es un homme politique du RDPC. C'est très important. Et c'est toi qui m'as inspiré et qui m'a conforté dans mon esprit. Quand tu dis que tous les dispositifs que nous avons édités ne servent à rien. Mais que faire? On ne va pas laisser nos pays dans l'eau avec des prédateurs incontrôlés et incontrôlables. Hein? Vous savez très bien comment on entre à l'ELAM, comment on en ressort. Il faut bien rembourser tout ce qui a été dépensé pour rentrer. Donc, avec la fiscalité, eh bien, le mise en cause aura non seulement des sanctions pénales que le juge a déjà prononcées, mais des sanctions civiles sur le plan fiscal que l'administration fiscale va prononcer à partir de la loi qui existe. Parce que la loi existe. La loi dit vous avez un revenu, vous payez des impôts. Monsieur, vous avez eu un revenu, vous n'avez pas payé des impôts. Vous avez même volé l'État en ne payant pas ses impôts. Donc, en ce moment-là, il y a des possibilités de recouvrement. D'abord, le recouvrement en nature est autorisé par notre Code général des impôts. Lorsqu'il n'est pas pécuniaire, il peut être en nature. La preuve, au radar presque, il a saisi. La saisie, on va avoir des saisies immobilières. Des saisies immobilières. C'est le recouvrement en nature. Et maintenant, j'ai déjà dit comment ça peut se passer si vous avez planqué des fonds à l'étranger. Et lorsque vous êtes condamné par le juge, c'est le fait générateur. C'est le juge qui dit ce monsieur a eu un revenu. Et le droit fiscal réceptionne ça en vertu d'un principe fondamental du droit fiscal, le principe du réalisme du droit fiscal. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas faisable? Moi, je suis ministre des Finances. Ces gars du Covid-Gate là, il aurait déjà envoyé des feuilles, des fiches d'information et de renseignement. Il apparaît que d'un. Et de deux, ceux qui ont bénéficié des revenus, dont les hommes d'affaires, et qui n'étaient pas identifiés aux impôts, dont les statuts étaient méconnus aux impôts, eh bien, je demande aux banquiers un droit de communication qui est légal. Ça j'accepte. Ok. Là, à ce niveau, il faut accepter tout, hein, c'est dans ton intérêt. Pas tout. Il faut dire à tes camarades du RDPC. Moi, je suis ministre des Finances ou directeur général des impôts. J'aurais déjà envoyé à tous les bénéficiaires, tous ces hommes d'affaires-là, un droit de communication, une demande d'information. Et aux banquiers, un droit de communication pour me donner l'état des soldes des comptes de ces messieurs. Et je vous envoie des feuilles d'impôt. Est-ce que vous avez déclaré ça? Pendant que l'argent est dans leur compte en banque, j'ai déjà repris ça avec les impôts. D'accord. Voilà. Alors Vincent, est-ce qu'au-delà de tout ce qui est purement juridique, technique, management, est-ce que la question n'est pas politique? Est-ce que cette histoire de la fortune publique n'est pas un problème de gouvernance? Est-ce que ce n'est pas un problème de choix, pour me redire, politique dans le management des activités publiques? Je ne pense pas que la corruption soit un choix politique. Non. Il y a plutôt que c'est un système. C'est un système qui a été mis en place et qui fonctionne. Et la question que vous posiez de savoir, mais qu'est-ce qui bloque l'application de l'article 66? C'est un manque de volonté politique. Et il est clair que si on reste à attendre que cette volonté politique se manifeste, on risquera encore d'attendre très longtemps. D'où le rôle que doivent jouer les différents acteurs politiques actuels pour tout faire sur le plan démocratique pour accéder à cette fonction, n'est-ce pas, présidentielle là, parce que vous savez, dans notre pays, c'est un régime présidentiel hyper fort où le président de la République a tous les pouvoirs. Parce qu'il est clair que s'il y a une impulsion politique, s'il y a une nouvelle dynamique, d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire que
on ne fait pas un débat partisan, d'où qu'elle vienne, s'il y a une nouvelle dynamique avec la volonté réelle et affirmée de balayer tous ces actes de corruption-là, ça va se faire. Et on peut procéder au-delà, n'est-ce pas, de ce renouvellement de la classe dirigeante, aussi procéder par l'éducation des masses. Parce qu'on ne va pas toujours être en train de sanctionner. Il faudrait bien qu'on éduque les masses. Et lorsqu'il y a une volonté politique, vous savez, d'autres pays s'affirment, passent leur message sur le plan culturel. C'est-à-dire que l'on produise des films où on présente la déchéance d'un fonctionnaire corrompu, milliardaire, et qui est devenu clochard. Par exemple, qu'on produise ce genre de fiction-là, qu'on produise des fictions où on éduque les enfants au respect de la chose publique, où on les ramène au niveau des valeurs fondamentales. Le respect du drapeau, le respect du pays, le respect de la patrie et tout le reste. Comme il le disait, à terme, il est possible que l'on ait une génération de personnes intègres et qui ont l'amour de leur pays et qui travaillent pour leur pays. Mais pour ce faire, la volonté politique est absolument indispensable. Et pour l'instant, tel que nous voyons les choses se dérouler, il n'est pas probable que dans les prochains jours, que nous ayons une amélioration de la situation. Parce que de toutes les façons, tous se tiennent, comme nous avons pu le démontrer ici. Donc, même si on faisait partie une dizaine, il y en aura toujours et partout. Donc, il faut absolument, vraiment, sur le plan politique. Mais monsieur, est-ce que la question n'est pas politique? Oui, la question est éminemment politique parce que il faut relever qu'il y a cette volonté manifeste de conserver le pouvoir et qui, le régime actuel, le régime en place, entretient la corruption et qui est une voie de captation des ressources de l'État pour avoir des moyens pour, dans la concurrence politique et de conserver le pouvoir. Donc, vous allez observer que il y a, même lorsqu'on décide, et le plus souvent sous la pression, parce que la première vague des ministres qu'on envoie devant le tribunal et qui aujourd'hui sont en prison, c'était sous la pression internationale, où on avait classé le Cameroun parmi les pays les plus corrompus et que le régime actuel voulait un peu soigner son image. A dit voilà des ministres que j'envoie en prison et même dans ce cas, certains disent que c'est parce que parmi ceux-là, il y en a qui avaient les velléités de conquérir le pouvoir, qui avaient les velléités de prétendre succéder au chef du régime en place. Et que aujourd'hui, vous voyez qu'il y en a qui détournent et qu'on connaît, et qui sont libres et qui ne sont pas poursuivis. Non, il y a de la discrimination à ce niveau parce que le régime sait que la corruption, c'est une mamelle nourricière de sa stratégie de conservation du pouvoir. Et vous voyez, lorsqu'il y a des campagnes électorales, vous observez ces gestionnaires de crédit qui battent campagne pour le parti au pouvoir. Et vous voyez que le plus souvent, c'est les ressources obtenues de la corruption qu'ils utilisent pour aller battre campagne parce qu'ils savent que si le pouvoir tombe, à ce moment, ils vont perdre leur place et ils font tout pour faire gagner le pouvoir en utilisant tout l'argent qu'ils ont détourné. Donc, nous pensons que si on privilégiait l'alternance, si on avait privilégié l'alternance, il n'y aurait pas eu aussi d'atteinte grave à la fortune publique. Parce que s'il n'y avait pas cette volonté de conservation du pouvoir, de conservation à outrance du pouvoir, et que si on avait permis qu'à un moment donné, comme avec la limitation des mandats, dont le verrou a été fait sauter en 2008, qui était une violation de l'accord de la tripartite de 1996. Donc, s'il y avait, si sur le plan politique, et on avait organisé
de telle sorte que la démocratie permet que le pouvoir, qu'il y ait rotation de pouvoir, il y aurait moins de détournements massifs. Vous voulez réagir, mais je remets la question. Oui. Je crois que Sur, oui, sur l'aspect politique de la chose. Je voudrais d'abord dire à Maître Lavoisier. Non, Maître Ndjoumessi. Maître Ndjoumessi. Fidèle. Ouais, Fidèle Ndjoumessi. Pourquoi vous pensez beaucoup à Lavoisier? Maître Fidèle. Surtout que vous n'êtes pas du même parti. C'est un lapsus Révélateur. qui mérite d'être psychanalysé. Ça. Oui. Bon, parce que je vous ai très souvent tous en face. Donc, Pas moi, en tout cas. je voudrais d'abord vous signifier quelque chose. Le combat pour la préemption du pouvoir est sur le plan psychologique et spirituel le même. Parce que moi, je reviens, comme au début de l'émission, sur les acteurs. C'est-à-dire que il y a ceux qui sont de l'autre côté, qui veulent les positions de ceux qui sont en face pour résoudre leurs besoins de survie. C'est-à-dire que vous, maître, vous rêvez être à la place de ceux qui sont dans les ministères aujourd'hui comme ministres, occuper ces fonctions et faire la même chose lorsque vous serez à vos ministères. Détourner. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Faire exactement la même chose. pas Vous avez vrai. le sentiment que Et la l'opposition qui se bat pour conquérir le pas vrai. pouvoir, Vous ne devez pas faire C'est pas vrai. c'est pour faire des... Je peux pas On a vu, accepter ça. pour avoir une puisqu'on a gestion vu, des on a gens. vu des Faut pas accepter on a ça. vu des opposants, dès qu'on lui a donné un petit espace. Et ne gâtez pas la soirée. On a vu des opposants, Oui, mais Dès vous leur donnez qu'on- un espace dans dès qu'on leur a dans un donné un gouvernement qui petit est vôtre. espace, Dans un gouvernement qui est vôtre. soit en tant que maire, soit en tant que député, Donc vous soit dites dans que une tous ceux fonction qui- publique. Dès qu'on leur a donné un petit espace, on a vu ce qu'ils Tous ont ceux qui fait. veulent conquérir Ces le pouvoir opposants-là, suprême, là. ils veulent seulement conquérir le pouvoir. Donc vous pensez que c'est une pour fatalité, remplacer l'élite dirigeante aujourd'hui par une nouvelle élite qui va se comporter de la même manière. Monsieur Boutou, c'est pas une Donc, fatalité. Il y a des gens qui peuvent Je changer. voudrais vous rappeler C'est pas une fatalité. que Donc vous êtes convaincu qu'on ne peut pas Vous changer voyez, le vous mode. pensez que c'est une fatalité? au temps du premier président du Cameroun, Président Idiot. oui, il y avait ceux qui avaient des fortunes. Je connais des gens qui ont travaillé avec l'ancien président, qui sont des fortunés, qui ont des résidences partout au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, partout. Mais la différence, c'est que à l'époque, on était 7 millions d'habitants, on n'avait pas assez d'instruits. Nous sommes maintenant dans un environnement public aujourd'hui où nous sommes 30 millions d'habitants, où on a 20 millions d'inscrits, donc des gens qui peuvent s'intéresser de manière précise à la gestion publique. Donc c'est parce que ne croyez pas que si on n'en parlait pas avant, c'est parce que ça n'existait pas avant. Et je vous dis, tant que des Camerounais comme mon ami Dipita atteindront 50 ans, 55 ans, sans construire une case, sans être même sûr qu'il peut avoir à manger à tout moment, le jour où on le met dans une responsabilité publique et qui a des possibilités d'en prendre, ils en prendront. Faut pas en jurer, non. Vous pouvez refuser Faut pas ça. faire une fixation, Vous pouvez une ne vérité pas, absolue. Vous pouvez ne pas l'accepter. Je dis que je l'ai théorisé avec beaucoup d'exemples pris de partout, du pouvoir comme de l'opposition. Je l'ai vu, j'ai fait des observations là-dessus. Et ce n'est pas anodin si on a fait un sociologue de la crampe de Maslow a fait toute une théorie pour indiquer comment les hommes évoluent en fonction de la résolution de leurs besoins de vie. C'est très important. Mais je voudrais dire, Dipita, Mais, monsieur Boutou, vous allez me perdre. C'est-à-dire que ça, c'était une parenthèse. Vous non, allez me écoutez, vous pensez que ceux qui volent 5, 10 milliards, c'est toujours pour se réaliser? Vous pensez que c'est ça? Mais est-ce que vous avez suivi ce que j'ai Ils dit? volent 5, 10 Je milliards. vous ai dit, C'est pour se réaliser? Écoutez. C'est pour Moi, satisfaire j'ai les vu- besoins primaires? Moi, j'ai vu des bons de commande. J'ai vu des bons de commande dans des entreprises publiques et même dans les ministères où on organise une réunion.
Et je vois bon de commande, c'est-à-dire du prestataire qui va venir donner à manger, à boire. Je vois qu'on commande du vin Margot de Giscourt. Où un caisson de 6 bouteilles coûte 450 000. Et lorsque vous voyez les gens qui participent à ces réunions, c'est des gens qui n'ont même jamais mangé en buvant un verre de vin jusqu'à ce qu'ils aient 35 ans. Et il arrive subitement en 45 ans, il est nommé à une fonction publique. Lui qui n'a même jamais bu un vin de 1000 francs par le passé, pense qu'il faut maintenant qu'il consomme seulement pour une réunion de... Merci. Non, je n'ai pas... Non, oui, pour terminer. Et qui pense que pour une réunion publique, ils doivent consommer des vins extrêmement luxueux au détriment du citoyen qui attend de l'État que ses conditions de vie soient améliorées. Mais vous voyez tout à l'heure, professeur Alaka a pris du temps pour expliquer. Oui, vous terminez. Mais vraiment, laissez-moi terminer. Moi, ce que je disais là, c'était vraiment une parenthèse. Moi, je reviens pour parler du mode de recrutement au Cameroun. Au Cameroun, lorsque vous êtes recruté, vous servez les intérêts soit du groupe qui vous a recruté, soit alors de la personne spécifique qui vous a recruté. Vous ne servez pas l'État. Vous servez d'abord les intérêts de la personne. Première chose. Deuxième chose, lorsque vous êtes donc recruté, vous allez au village et vous faites la fête là-bas. Les gens font la fête là-bas qu'on vous a recruté, on vous a nommé. Et à partir du moment où vous commencez à vous sentir redevable vis-à-vis de cette population-là qui est venue festoyer avec vous, ça fait en sorte que, au lieu de servir l'État, vous servez les gens que vous croyez qui vous ont recruté et qui peuvent vous licencier après. Et c'est un très grave problème. Parce que un ministre, il y a des ministres qui servent d'autres ministres, hein, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont arrivés au gouvernement par X ou par Y, ou alors ils sont convaincus qu'ils peuvent partir du gouvernement par la volonté de X ou de Y. Merci. C'est pour cela que on peut vous demander, prenez telle décision, signez tel marché, donnez tel marché à tel, vous allez vous exécuter. Merci. Monsieur Joseph René Boutouzi nous a fait une belle peinture de la réalité camerounaise et je m'en réjouis. Je crois que il peut même finir ce débat et nous serons édifiés sur la manière avec laquelle le Cameroun est géré et nous comprendrons parfaitement que la corruption, c'est pas pour demain. Mais moi, je ne m'alignerai pas à ça, même si c'est la vérité. Et je ne vais pas en faire une panacée ou un modèle. Et je le comprends, il nous décrit un modèle qui n'est pas bien, c'est vrai. Mais malheureusement, par la théorie de l'acteur, il nous fait comprendre que c'est comme ça. Et voilà comment on est dans cette situation. Et je m'en réjouis. C'est très bien. Surtout qu'il est proche du pouvoir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que cela justifie simplement ce qu'il a dit au départ, notre héritage colonial. Parce que sa première prise de parole, il a dit la corruption fait partie de notre héritage colonial. Et il a raison. Et il a parfaitement raison parce que à l'époque coloniale, le nègre de service servait le colon. Aujourd'hui, avec la néo-colonisation, ben, le ministre qui te fait nommer ministre, tu lui dois effectivement obéissance. Bon, au-delà de ça, moi, je vais dire la chose suivante. Ça peut être un problème politique. Revenant sur la question qui a été posée. Et ça peut être résolu politiquement. Les uns et les autres ont relevé un certain nombre de facteurs. Il a relevé le facteur de l'origine sociologique de nos dirigeants. Il a insisté sur l'origine politique de nos dirigeants, mais il a oublié une autre origine, qui est l'origine spirituelle. Là où il y a un gourou qui fait de vous, on a vu des recommandations, des choses comme ça. Mais dans ces conditions, naturellement, dans l'échelle de corruption, eh bien, vous êtes redevable, ça va de soi.
Et quand vous êtes redevable, ce n'est pas dans l'intérêt du pays que vous allez travailler. C'est dans l'intérêt du gourou de cette affaire-là, ou dans l'intérêt du politique, des voies politiques qui vous ont amené à ce niveau. Si donc tel est le cas, qu'est-ce que notre pays va devenir? Je crois qu'il faut un sursaut d'orgueil pour que, au moins, ceux qui ont le pouvoir de vouloir comprennent que, d'accord, il y a l'origine sociologique politique, l'origine sociologique spirituelle, mettons ça peut-être à 40%. Et laissons à l'origine patriotique peut-être 60%. Et là, on va aller tambour battant, et là-dedans, le Cameroun gagnera 60%, les autres 40%, si tel est que le pays doit avancer. Sinon, comment m'expliquer que au départ, lorsque justement le budget n'était pas élevé, les gens avaient des salaires importants. Lorsqu'on avait un budget peut-être de moins de 1000 milliards, 800 milliards, les gens gagnaient des salaires intéressants. On n'était peut-être pas nombreux, mais les salaires étaient intéressants. On est aujourd'hui nombreux, là aussi le budget a augmenté. On est parti de 800 milliards pratiquement à 4000, 5000 voire 5000 milliards. On devrait plutôt donc redistribuer le revenu de la croissance. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a soumis tout le monde par la casse, pour parler comme le planteur de cacao que je suis, par la casse des salaires. Dès cet instant, quelqu'un qui perd 3/4 de son salaire, et il est évident que son niveau de vie, qui était de 4/4, qui était de 4, et qui revient maintenant à 1, ben, ce niveau de vie doit être compensé par quelque chose. Ça peut être le marché au noir pour les plus travailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on était parti du travail de lundi à samedi pour lundi à vendredi, pour que le samedi, les gens puissent cultiver à tout le moins la terre et avoir de quoi manger par leurs propres efforts, sans argent à dépenser. C'est une possibilité, mais cette possibilité a été battue en brèche par l'enrichissement illicite de ceux qui étaient au pouvoir ou proche du pouvoir. Du coup, chacun à son niveau a demandé à joindre l'intéressé au dossier. On ne peut donc pas être surpris que ce soit les fonctionnaires qui sont aujourd'hui les plus riches. Hier, Boutouzé a dit que les gens d'hier étaient riches. Désolé, pas les ministres. Les ministres d'Aïdjo ne sont pas riches. Ils étaient riches, non. J'en connais. Non. Les ministres d'Aïdjo, bon, ils étaient riches par rapport au niveau de vie de cette époque. Voilà. Mais par rapport au niveau de vie d'aujourd'hui... Mais on ne peut pas comparer, donc. Moi, je vois les maisons... Même le président Biya, je connais sa maison en Kondongo. C'est une cabane du rien de tout. Il était Premier ministre. Attention. Mais le Cameroun avait 800 milliards de budget à ce moment-là. Oui, mais maintenant, on est à 4 000 milliards. 5 000 milliards même. Vous comprenez? Voilà, 5 000 milliards. Donc, ces gens... Vous comprenez pourquoi c'est différent? Le président Biya, lui-même, quand il arrive au pouvoir, on a montré la maison de sa mère. Tout le monde a mis les mains sur la tête. Mais ce type, c'était un pauvre type. Mais maintenant, il est pauvre type. Ah bon? Bon, je n'en sais rien. Mais tout le monde a dit, mais il est pauvre. Mais maintenant... Comment sa mère pouvait avoir ça comme maison alors qu'il était Premier ministre? Ça veut dire qu'à l'époque, les gens avaient un souci de l'intérêt général, du bien public. C'était des patriotes. C'était des patriotes. Or, aujourd'hui, lui, le président Biya, a fait venir des gens justement de ces deux origines. L'origine sociologique politique et l'origine sociologique spirituelle, je me fais comprendre. Et du coup, les données ont changé. Les données ont changé, tout lui échappe, j'ai l'impression. Mais il faut faire attention. Moi, j'ai vu les films chinois. Le grand maître, même à l'idée, a le dernier secret. Et il bat toujours celui qui veut prendre son pouvoir. Je ne l'appelais l'acteur. Voilà. Et donc, il faut faire avait très l'acteur et attention. le chef bandit. Ces gens qui veulent mettre le Cameroun à genoux, soit avec la complicité du FMI, parce que c'est eux qui nous y ont poussé. Le président de la République, je répète, avait dit nous n'irons pas au FMI. C'est lui qui définit la politique. C'était le 31 décembre 87, si j'ai bonne mémoire. Mais en 88, ses ministres lui ont prouvé le contraire. Il a dit on se réajuste. L'État a commencé à se réajuster, mais personne n'a suivi. Parce que justement, à l'intérieur de son gouvernement, il y avait des suppôts du FMI qui
soit ont été corrompus. Après, quand les choses ont marché, ils ont renvoyé les rétrocommissions. Comme je l'ai dit au départ, c'est la preuve irréfutable que c'est depuis cet instant que nous sommes dans la situation où nous nous trouvons. Pour sortir, Donc, oui, allez, pour terminer. Peut-être pour sortir, parce que... Non, j'ai une question de sortie. Oui. Vous avez terminé votre analyse? Oui, je peux m'arrêter là. D'accord, mais pour sortir, et c'est une question qui sera générale. La décision est-elle politique? Je veux dire, la solution est-elle politique? Au regard, on a fait le tour. On a interrogé les acteurs, on a interrogé le dispositif institutionnel, on a parlé de la loi, on a évoqué l'aspect, la problématique sur le plan politique. On se rend quand même compte qu'on a un cadre minimum pour, qui encadre la fortune publique, qui peut-être par faiblesse, par négligence, n'est pas toujours bien implémenté. Dès lors, avec le cadre actuel, ou peut-être s'il faut l'améliorer, Maître Fidèle Ndiomessi l'a évoqué, est-ce que la solution d'une protection efficiente et efficace de la fortune publique la solution est-elle politique? Vincent Yende. Oui, je crois que c'est une décision politique. Tout simplement parce que l'État, déjà, c'est une décision politique que de décider de baisser son train de vie. Vous savez, le train de vie de l'État conditionne les gestionnaires de la fortune publique. Quand vous roulez dans une voiture de 30 millions, 40, 50 millions, ça vous conditionne. Vous êtes obligé de vivre à ce niveau-là. Quand vous arrivez et vous voyez le nombre de véhicules que conduisent des fonctionnaires, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils évoluent, ils sont obligés de maintenir ce train de vie-là, même en dehors de leur fonction. Donc je crois que sur le plan politique, on décide, comme ça s'est vu en Tanzanie, où le chef de l'État diminue son salaire, il diminue les salaires de tout le monde, et on retire les véhicules, les gros véhicules. Ce sera un premier signal pour faire comprendre aux gens qu'on n'est pas obligé de vivre tel qu'on vit là. Nous avons des projets, nous avons des priorités et c'est elles que nous devons faire passer en avant. Et si on le fait, vous allez voir, les gens n'auront plus, puisqu'il vous sera interdit de rouler carrosse. Vous ne pourrez pas acheter une voiture d'un certain montant. Ça peut se faire. C'est une décision politique. On peut décider que à partir de tel moment, seuls les véhicules de telle valeur peuvent être conduits par des fonctionnaires, par exemple. Les hommes d'affaires sont libres de conduire ce qu'ils veulent. Mais pour ceux qui sont des fonctionnaires, même les véhicules de fonction, si on le fait, même à partir de leur domicile, vous verrez très bien qu'ils seront obligés d'être modestes, même dans leur manière de fonctionner. Maître Fidèle Ndiomessi. Oui, je pense que, comme vient de dire le conseiller Yenda, à un moment donné... non, à un moment donné, nous avons observé que le régime en place a décidé d'embourgeoiser l'élite dirigeante et en leur donnant des facilités énormes comme des véhicules. On achète des véhicules de 80 millions pour un ministre et on lui donne les dotations de carburant de 4 millions par mois. Et là... Vous êtes modeste. Et je suis vraiment modeste. Et on leur paye souvent, quand ils vont en mission, les billets d'avion en classe... Business class. En business class. Et nous savons que c'est minimum 6 millions. Donc, de cette façon-là, les gestionnaires ou bien la classe dirigeante s'est sentie très supérieure à d'autres catégories de la population et a cru et s'est permise de tout faire, de détourner pour entretenir ce train de vie aussi, même en dehors du cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et ça pose un problème sérieux que le professeur Alaka a relevé tout à l'heure, qu'en 1991, si j'ai de bonne mémoire, où on a décidé de réduire le salaire, de ramener le salaire des fonctionnaires, de réduire de 3/4 leur salaire et leur laisser un seul canon. Il y a eu un problème de répartition de la richesse. Donc il y a, sur le plan politique, il faut qu'on décide, qu'on prenne une décision
de faire une répartition équitable des richesses. Parce que notre pays, au regard des milliards de détournements massifs opérés, nous comprenons que notre pays n'est pas pauvre. Et que si on fait une bonne répartition de richesses, en rétablissant les salaires, et que peut-être même ces fonctionnaires qui volent, qu'on leur donne des bons salaires, et maintenant, et lorsque tout le monde a reçu la part qui lui revient, et on rétablit la sanction. On met tout ce qu'il faut pour protéger la fortune publique. Oui, après avoir passé toute la soirée à parler de l'acteur, je ne voudrais pas sortir d'ici que les téléspectateurs pensent que c'est un drame. Il y a bien des solutions opérantes qui peuvent faire sortir l'acteur de son concombre et avoir quand même quelque chose qui peut produire de la valeur dans notre société. D'abord, la première chose que l'État doit faire, c'est de former ses fonctionnaires. La formation, surtout les fonctionnaires de niveau supérieur. Il faut que nous partons du paradigme des administrateurs au paradigme des managers. Et on a déjà la chance au Cameroun qu'il y a l'Institut supérieur de management public qui forme des managers publics. Mais malheureusement, on se rend compte que les produits même de cette école ne sont pas utilisés. Or, c'est quand même une formation qui est assez onéreuse, non seulement pour l'élève qui y va, mais aussi pour l'État qui dépense de l'argent pour les former. Mais on ne comprend pas pourquoi, une fois sorti de cet institut de management, parce qu'aujourd'hui nous avions besoin de managers, et parce qu'on n'a pas de managers que on veut partir d'un certain nombre de paradigmes, mais on n'y arrive pas. D'abord, on n'arrive pas à sortir du budget de moyens. Parce que ce que vous voyez dans Covid là, c'est que nous avions dit budget programme. Mais on est venu avec 180 millions, mais on n'a pas fixé milliards, mais on n'a pas fixé les objectifs en termes de performance, des résultats qu'il fallait atteindre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on enquête sur l'utilisation de l'argent, alors que le contrôle aurait dû se passer sur le contrôle de performance. Parce qu'au préalable, on allait planifier toute l'utilisation de l'argent sur les destinations en termes de résultats à atteindre. Merci. Donc, la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut qu'il y ait de la transparence dans le choix des responsables gouvernementaux. Ailleurs, on voit les gens venir. On voit à partir des actions, des œuvres que le conseiller Yenda pose, on sent qu'il peut occuper dans l'avenir les fonctions, par exemple, du ministre de la Ville, en fonction de ses compétences primaires et des actions qu'il mène au quotidien. Mais tant qu'il y aura le flou sur le mot de désignation des ministres et des directeurs, bref, de manière globale des responsables publics, qui penseront qu'ils doivent d'abord rendre compte aux gens qui les amènent que de rendre service et compte à la nation, on aura toujours des problèmes. Et c'est pour terminer, nous devons donc avoir des managers publics qui aient en esprit l'imputabilité, c'est-à-dire rendre compte aux citoyens de façon permanente. D'accord. Deuxième chose. Pour terminer là. La deuxième chose, la transparence à travers la reddition des comptes. Chaque fois qu'on a utilisé l'argent public, on doit soi-même faire un compte d'emploi et un compte de recettes. Emploi-ressources. Emploi et de ressources. Un compte prévisionnel. Voilà. Un compte Non, d'emploi. d'abord on compte prévisionnel, maintenant on compte à la fin qu'on doit soi-même rendre public. C'est ça qu'on appelle la reddition des comptes. Et troisièmement, il faut que dès le début de l'année, que les feuilles de route des dirigeants publics soient connues de tous pour que chaque segment de la société puisse avoir un contrôle, ne serait-ce qu'un contrôle différé sur la base de la feuille de route qui devrait donc fixer quels sont les objectifs de performance que chaque Professeur Pierre Alaka. Merci, moi je fais mienne tout ce qui vient d'être dit par mes companélistes, véritablement très sensé. Et je voudrais ajouter que, de mon point de vue, ça peut être une solution techniquement politique. C'est-à-dire? Politique parce qu'il faut un profil de carrière,
Et politique également parce qu'il faut, pour certains postes, un appel à candidature. Techniquement, technique parce que la fiscalité peut résoudre ce problème, comme je l'ai indiqué, parce que celui qui vole, non seulement il va rembourser, mais il va aller en prison. Et il ne lui restera rien. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'être venus ce soir contribuer à la réflexion. Évidemment, dans cet environnement dont on sait que la fortune publique connaît un certain nombre de légèreté au regard de certains procès en cours ou de l'actualité, notamment la plus récente qui se déroule au niveau de la Chambre des comptes. Évidemment que l'intérêt pour l'émission était essayer de comprendre comment tout cela fonctionne et si jamais on peut effectivement protéger la fortune publique, donc protéger les Camerounais. Vincent Yendebon, merci. Maître Fidèle Djumbessi, professeur Pierre Alakalaka, et puis Joseph René Boutouzé. Merci à vous à la maison également d'être resté ce soir, à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.